Tout ce que tu vois là, c'est la folie de l'exploitation du palmier à huile en Malaisie. Il reste plus que 5% de forêt vierge originelle. On n'arrête pas de voir des coupes d'arbres comme ça, exotiques, bam 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 bam. C'est un truc de fou. Et tout ça est en train de disparaître. T'es face à un mouvement qu'on peut pas arrêter. Il y a tellement d'argent en jeu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la déforestation des forêts tropicales. Je suis ici à Bornéo, sur l'île de Bornéo, et je suis pas venu tout seul. Je suis venu avec Bernard Jeunier, journaliste à la RTS et spécialisé dans l'environnement. Et étant donné que ça va être une aventure en pleine jungle, il nous fallait un caméraman de terrain. Donc du coup, Fab sera avec nous aussi. Bernard était déjà venu ici il y a 17 ans. Pourquoi t'étais venu? C'était déjà un des endroits au monde où on criait le plus au scandale de la déforestation du trafic de bois tropicaux. Donc j'étais venu voir sur place ce qui se passait. J'étais allé voir les Indiens Penan et puis là ils ont accepté qu'on revienne voir ce qui se passe 17 ans après. Ce qui va être incroyable, c'est qu'on va pouvoir comparer de ce que tu as vu à l'époque, en plus avec le film, et aujourd'hui en 2018. Ouais. Bornéo se trouve en Asie du Sud-Est. C'est la 4e plus grande île au monde. Elle est partagée en 3 pays, l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei. Dans ce voyage, nous resterons dans la province malaise du Sarawak. Avant, cette île était recouverte de forêts tropicales. Aujourd'hui, quasiment tout a disparu. C'est le cas le plus grave de déforestation de la planète. Chaque année, des centaines de milliers d'hectares de forêts disparaissent. D'abord pour exploiter le bois précieux, et ensuite pour carrément remplacer la forêt par les plantations de palmiers à huile. La déforestation ou l'huile de palme en général, on pourrait se dire, moi, ça me concerne pas parce que je suis en Europe, etc. Mais en fait, c'est assez faux de se dire ça parce que tous les jours, vous, Bernard, moi, on en consomme. L'huile de palme, il y en a partout. Bon, déjà, on connaît tous cette pâte à tartiner très célèbre. Il y a 20% du produit, c'est que de l'huile de palme. C'est pour ça qu'on prend comme exemple souvent ce produit. La pâte. Maintenant, on a aussi ces biscuits que tout le monde connaît. Regarde, graisse de palme. Huile végétale, palme, colza, ouais. Colza, ouais. Palme, c'est marqué dedans. Mais alors, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y en a dans ce gel douche, dans cette pâte à dentifrice. Et puis la liste, elle est juste... tout le monde peut chercher, hein, c'est facile à trouver. Il y a des listes disponibles sur le net, c'est hyper facile et c'est très impressionnant. Donc là, ce que vous voyez autour de moi, ces arbres-là, c'est concrètement l'huile de palme. Ça, c'est la plante. Il faut s'imaginer qu'avant, ici, il y avait de la forêt tropicale. Limite, on ne pouvait pas avancer, on avait besoin de machettes, c'était rempli de vie. Regardez aujourd'hui à quoi ça ressemble. Il n'y a plus aucune biodiversité, c'est-à-dire un endroit où les animaux, la nature peut évoluer normalement. C'est complètement aseptisé. Donc ce que tu récoltes sur un palmier à huile, c'est ce fruit. En fait, c'est une grappe de fruits. Là, ils sont trop jeunes, la bonne couleur pour être prêt à récolter, c'est ça. Pourquoi spécifiquement cette huile? Pourquoi c'est l'huile de palme? Parce qu'elle est pas chère. Elle est pas chère, résistante. Voilà, puis la rentabilité quand même par rapport à d'autres modes de production est supérieure. Ils disent que c'est quoi, 3 fois supérieure. Cette huile est en grande partie produite ici et en Indonésie. À eux deux, ils produisent quasiment 90% de toute l'huile de palme du monde entier. Quand tu es venu il y a 17 ans, t'avais vu autant d'étendues coupées comme ça? On n'avait pas compris que ça allait prendre cette ampleur-là. À l'époque, c'était la forêt, ils coupent la forêt pour le bois précieux. Depuis quelque temps, des rumeurs couraient autour du village, des rumeurs qui se sont malheureusement confirmées. Une compagnie forestière est bien arrivée dans la vallée. C'est seulement l'avant-garde des bûcherons, mais ils annoncent déjà la couleur. Ils ont taillé sans réfléchir cette tranchée à grands coups de tronçonneuse et de bulldozer. Quelque part, on n'avait pas compris toute l'ampleur que ça allait prendre. Tout ce que tu vois là, c'est la folie de l'exploitation du palmier à huile en Malaisie. Ils sont en train de tout raser. Actuellement, Bornéo, Malaisie, il ne reste plus que 5% de forêt vierge originelle. Et là, tu es face à un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Il y a tellement d'argent en jeu que rien n'arrêtera ces gens. Rien que le bois précieux qui a été pris en 30 ans, c'est 50 milliards de dollars. Ça a fait des gens qui sont des milliardaires. Comment tu veux arrêter un mouvement pareil? On part maintenant explorer ce qui reste de la forêt tropicale au Sarawak. Sur la route, on n'arrête pas de voir des coupes d'arbres comme ça, exotiques, bam 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 bam. Là, tu as exactement le scénario. Première étape, déforestation, on coupe le bois précieux. Et ensuite, les palmiers qui vont suivre. D'ailleurs, les palmiers, tu vois, ils sont juste là. Ils ont déjà commencé à exploiter tout le coin ici pour mettre du palmier à huile. Voilà. Et là, il y a du blé. Hein. Là, il y a du blé. Ce que tu aperçois en temps réel, c'est vraiment la progression de la déforestation. Ces canailles-là, ils ont dit que jamais... Attends, mais arrête là, parce qu'en plus, arrête là. Arrête, stop. Viens voir.
Regarde ça. Quand j'étais là il y a 17 ans, tout ça c'était de la forêt tropicale. Quand ils coupaient le bois, ils ont dit oui, on coupe le bois et puis ça va repousser, etc. Jamais on pourra faire du palmier à huile. Eh ben c'est faux, t'as la preuve devant le nez. Regarde ces pentes, ces terrasses, ils ont investi je sais pas combien d'argent, ils ont tout fichu en l'air et ça va pas repousser parce qu'ils sont en train de faire des terrasses et ils sont en train de planter des palmiers. Donc ça tu peux te considérer que toute cette partie, cette ancienne partie de forêt vierge intacte, elle est finie à tout jamais. D'ailleurs, quand on est arrivé en avion, on a tout de suite vu l'étendue du désastre. Cette forêt est habitée depuis toujours par différents peuples. Et à cause de la déforestation, c'est tout leur mode de vie traditionnel dans la nature qui est en train de disparaître. Nous allons passer plusieurs jours avec une communauté du peuple Penan. Je vous présente Pegmegut, le chef. C'est lui qui nous accueille avec d'autres Penan, dont Pathé qui sera notre traducteur. Pour nous faire comprendre sa situation, le groupe nous emmène en pleine forêt à plusieurs heures de marche de la dernière route. On traverse la forêt. Et voilà, on tombe sur ce genre de tranchées qui ont été réalisées par les bulldozers. Donc vous voyez, au plein milieu de la jungle, hein. Regardez le passage. Ils créent ces tranchées en fait pour se rendre à des arbres spécifiques. Ils le coupent pour le vendre. Donc voilà, ils détruisent tout sur leur passage. Regardez la gueule du truc, quoi. C'est n'importe quoi. Ok, un peu d'émotion parce que c'est ma première sangsue. Allez, ça fait mal. Tire. Et elles font mal. Ah oui, sérieux? Merde. Mais attends, juste là, pas voir sur moi. Ah ouais. C'est une tiger. Carte, on arrive dessus. En fait, elle reste droite comme ça et dès qu'elle sent du sang, bam! Incroyable. C'est tellement impressionnant. En fait, si tu regardes tout autour de toi quand tu t'arrêtes, tu les vois avancer, il y en a partout. Ah, ça commence à être chiant. Regarde ça, putain. Ah, c'est chiant, franchement. Vas-y, dis-moi ça. Psychologiquement, c'est... Putain, elle est énorme celle-là, mec. Elle me saoule. Bah, déjà, le gars, il n'a pas de chaussettes, quoi. Donc, ce que je te dis. Ah! Allez. Elle me fait mal. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle est contente. Les Indiens se marrent parce que les Blancs se font attraper. Après plusieurs heures de marche, on est arrivé à un campement de Penan. Et je dis bien campement parce que là, on n'est pas dans un village. Ils sont en train de construire des petites cahutes pour cette nuit. Bon, il y avait déjà un reste. Peut-être que vous le savez déjà, mais pourquoi ces maisons sont en hauteur sur pilotis? Tout simplement, on est en pleine jungle. Ça grouille de partout, par terre, mais aussi un peu dans les airs, etc. Donc c'est se protéger aussi des serpents, de tous les insectes. Je me suis installé ici un petit hamac avec moustiquaire. Je vous fais une petite démonstration. Hop, hop, là. Tac. Voilà le résultat d'une journée passée avec des sangsues. Je vais nettoyer tout ça avant que la nuit tombe. Vous entendez ce bordel qu'il y a dans la forêt? C'est des insectes, des sortes de cigales. Et là, il y a aussi autre chose, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Mais en fait, dès la tombée de la nuit, elles commencent à chanter et du coup, ça leur indique l'heure. Ils savent que c'est 6 heures à peu près, c'est un peu leur horloge.
J'ai trop bien dormi, putain. Ce qui est hyper fou, c'est tous les bruits incroyables. On se croirait dans Jurassic Park. Oh, c'était trop bien. J'ai eu de la chance, il a pas plu. Il y en a une qui m'a chopé au petit matin là. Dans le sac de couchage. Une sangsue. Voilà. Le mec il a fait toute une technique de ouf pour pas choper des sangsues en bas dans ses chaussures. Par contre tu te balades à moitié à poil au niveau des bras. Ben j'ai dormi. J'ai dormi dans mon sac de couchage. C'est ça la jungle. Même en dormant elles attaquent. Quel débutant. On est avec Pathé, il connaît super bien la forêt, mais surtout les plantes. Et là il va nous montrer et nous expliquer un petit peu les spécificités des plantes. This ujung nyabong. Ok. Ce sont quoi? Bah fort, mais on connaît pas ça. Hein. This for get strict. Ça c'est une plante quand on a la diarrhée. Il faut la faire bouillir et puis on boit. This one. Yeah, this the root. Pas mauvais, goûte. Mais ça fait quoi? C'est pour quel mot ça? La toux. For the blow pipe. Du papier de verre. On est dans une espèce de pharmacie géante. C'est un truc de fou. Et tout ça est en train de disparaître petit à petit. The man is not strong. Yeah. Selkaio. Selkaleo. Une sorte de Viagra. Viagra naturel. Il connaît toutes les plantes. En fait, il s'arrête toutes les 5 secondes. Il dit ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Impressionnant. The forest, the medicine is very important for us because when you want to find the medicine in the town, it's very expensive. Like us, is don't have money. Like us, don't have a job. The forest for us is like our supermarket. Everything in the forest is have in the forest, but give us free. So what do you feel when the company enter in your place? We lose our money, we lose our medicine, we lose our supermarket. That is we think. Before we don't know, but now we know when they cut the tree and that they clear it, everything. They take the poison to spray it, kill everything. No more grass, no more tree. Just they want to plant the oil farm. That is we don't like. We worry about our life. Donc là tu vois sur la carte que le territoire traditionnel de sa communauté c'est à peu près 200 km². Maintenant ce qui reste est complètement encerclé par les compagnies forestières. Il leur reste entre 60 et 70 km² de forêt vierge, c'est tout ce qu'il en reste. Il reste quasiment rien. Tout ça, ça part de l'action d'un Suisse, Bruno Manzer, qui s'est engagé en 1984 tout seul dans ces forêts de Bornéo, qui a rencontré les Pénanes, qui a travaillé avec eux, qui a vécu avec eux, qui était capable de vivre comme eux, quasiment nu dans la forêt, qui a fait des tas d'actions de sensibilisation en Suisse, en Europe, partout, pour essayer de sauver cette forêt. Il a disparu dans des conditions mystérieuses ici en l'an 2000. Est un fonds qui a pris le relais, le fonds Bruno Manzer, qui bosse depuis des années pour vraiment renforcer la protection des droits des Pénanes. L'étape très importante qui a été franchie par le fonds Bruno Manzer, c'est de faire ces cartes ultra précises qui leur permettent ensuite d'aller devant les tribunaux, devant les autorités en disant « ça c'est notre pays ». Les compagnies forestières ne les écoutent pas et ils continuent à avancer. Ils disent ça ne fonctionne pas. Donc, les compagnies forestières ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent payer des tas de gens pour faire gagner leur cause auprès des tribunaux. La police est payée. Ce que tu as ici, c'est vraiment une lutte contre la montre en espérant arriver à temps pour sauver encore ce qui peut être sauvé, quoi. Là, il va nous montrer le type d'arbre que les compagnies viennent chercher. Voilà. Là, vous avez devant vous un arbre centenaire qui vaut quoi? Il vaut des milliers de francs? Ah oui.
plusieurs milliers de francs, plusieurs milliers d'euros, peut-être même des... Ouais, au-delà de 10 000, facile, facile. Je viens de retrouver une énorme araignée toute blanche, j'ai aucune idée de l'espèce. Elle est où? Elle a disparu. Yeah, white one, yeah. Tu nous rappelles où il est? Là. Juste ici. There's too many spiders in this place. Elle va bouffer. Tu l'as ou pas? Venez Bernard. Non mais c'est chiant. T'es prêt là? Non mais il y en a trop là. On est écrasé, il y avait deux noirs. Tu as écrasé, nous on a essayé de la Il y libérer. avait deux noirs, j'en ai écrasé une, il y en a une dans la nature et maintenant il y en a une blanche et on ne sait pas si elle est dangereuse ou pas. En tout cas les noirs étaient dangereuses, ça c'est sûr. J'entendais des petits bruits de déplacement sous mon hamac et regardez, c'est simplement un petit copain nocturne qui se balade. Je suis très content d'avoir une moustiquaire. Hein. Et bonne nuit les gars. On est en train de marcher pour rejoindre l'arbre au poison, un arbre sacré pour eux parce qu'ils l'utilisent pour faire leurs flèches empoisonnées, leurs armes. Mais la progression elle est tellement complexe. Il n'y a pas de route, hein, on se fera un chemin dans la jungle. C'est lui. Ouais, ça. Tu vois avec les toutes les entailles. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là, il fait des entailles dans le tronc pour essayer de faire sortir le lait de l'arbre. C'est ça qu'ils utilisent pour faire leurs flèches empoisonnées. Et là on voit que c'est en train de couler tout le long de l'arbre. Ils ont fait une espèce de petit chemin jusqu'à ce que ça arrive dans des grands bambous. C'est là où ils stockent la sève, donc le poison. Et ils viennent de nous dire qu'il fallait faire très attention, qu'on s'écarte un peu parce que là il y a plein de boue qui éclabousse. Et si on se reçoit rien qu'une petite goutte dans l'œil, ça peut nous rendre aveugles. Le poison récolté demandera plusieurs jours de préparation avant de pouvoir être utilisé. Avec ce qu'ils ont ramassé aujourd'hui, ils pourront fabriquer des milliers de flèches. Si tu te blesses accidentellement avec une de ces fléchettes, tu as 5 ou 10 minutes maximum pour trouver une plante dans la forêt qui peut éventuellement te guérir si un enfant se blesse avec ou autre. Et sinon même des fois quand c'est trop concentré, il n'y a aucune chance. Tu peux échapper. Une fois que le poison est prêt, on peut partir chasser. On a vu des singes, des oiseaux et des écureuils, mais on reviendra les mains vides. L'autre groupe de chasseurs qui était parti de l'autre côté de la vallée a eu plus de chance. Contrairement à chez nous en Europe, la chasse ici n'est pas un loisir. C'est une nécessité pour se nourrir. Le dernier soir, l'ancien du groupe tient absolument à nous montrer cette danse traditionnelle. Les Pénanes sont animistes. Ils ont un profond respect pour la nature et vénèrent des dieux et des esprits qui vivent dans la forêt. Là on s'approche en fait d'un barrage Pénane, c'est-à-dire que là on est sur le territoire des Pénanes et là on arrive là où les entreprises commencent à détruire la forêt. Et eux ils sont assez inquiets, ils se baladent tout doucement comme ça, ils regardent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire attraper par les compagnies qui passent avec une voiture, etc. Ça arrête les entreprises. C'est symbolique. C'est pour eux une façon de marquer
leur territoire. C'est leur seul moyen de défense en fait, c'est vraiment de faire des petites barricades. Ouais. Bon, généralement ça tient un temps et après les compagnies forestières passent quand même en force, quoi. Ils s'en fichent complètement. Là devant vous, vous avez la frontière entre ce que les entreprises sont en train de tout détruire et le royaume des Pénanes. Ces fines barrières de branches paraissent ultra fragiles face aux bulldozers des compagnies. Et pourtant les Pénanes pourraient se défendre plus efficacement avec leurs flèches empoisonnées. Mais ils sont très pacifiques. Tajam tu, kami ala ka. Nihun ni kelunan dian suket ame penan tu. Tajam itu suket ame penan malui tajam. Be omong ame manu ubadnya ya kelunan be manu ame tetap name kebit kenin be ame manu ya uban itu suket penan. Ina keke kena. Be me sebarang manu. Unre manu buka boh me manu. Ina be ame sebarang manu. Bon là maintenant, c'est pour la première fois que j'entends quelqu'un qui dit que si vraiment les compagnies, et notamment les Chinois, voulaient les tuer, ils répondraient avec ça. Il y a 17 ans, c'était hors de question. Même armés de leur redoutable sarbacane aux flèches empoisonnées capables de tuer un homme en 1 minute, les Pénanes hésitent à approcher. Il dit bien qu'il vient parce qu'on est là et puis qu'il n'a pas peur avec nous. Et puis qu'il avait peur même d'être tout seul et de regarder les routes de la compagnie se construire, ça lui faisait mal. Avec nous, il est venu, puis comme ça, il voit ce qui se passe. Donc tout ce qu'on a vu ces derniers jours, ce que j'ai découvert dans cette aventure, ça va peut-être disparaître dans 10 ans, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Moi je prends le pari avec toi, on a pris le point GPS, on vient dans 10 ans, ici ce sera des terrasses avec des palmiers à huile. Et plus aucune biodiversité, ils mettent des pesticides et tout ça, donc ça élimine toutes les mauvaises herbes, il n'y aura plus jamais de forêt tropicale. Il faut bien que les gens qui nous regardent, ils soient conscients, c'est pas de culpabiliser les gens, il faut juste être conscient que les Pénanes que tu as vues là, toute cette société qui vit de la forêt, c'est sacrifié, c'est terminé. Dans 15-20 ans, il n'y en aura plus. Il faudra juste assumer le fait qu'on les a sacrifiés, qu'on a laissé cette forêt partir, qu'on a laissé ce mode de vie traditionnel partir pour satisfaire nos besoins, nos chaises de jardin en bois précieux, nos pâtes à tartiner, tous les autres produits qui contiennent de l'huile de palme. Alors du coup, là tu dis ça, mais il n'y a pas des solutions ou des choses à faire peut-être? Si tu veux, l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'au niveau du gouvernement, ils comprennent qu'à Bornéo, du côté malais, il leur reste 5% du territoire qui est couvert de forêt vierge, donc seulement 5%, que si ça s'est détruit, il ne restera plus rien de leur pays. D'en faire un parc naturel par exemple, qui soit protégé, sanctuarisé, avec les Pénanes dedans qui travaillent comme gardes forestiers, rangers, patrouilles, etc. Et puis surtout, nous à notre niveau, faire pression par tous les moyens possibles sur les marques pour qu'elles soient juste responsables et pas se laisser endormir par les grandes campagnes, ce qu'on appelle de greenwashing. C'est oui, nous on est éco-responsable. Éco-responsable comment? Tu prends de l'huile de palme de Bornéo, c'est gagner sur la forêt tropicale. Tout ce qui est moderne aujourd'hui, l'huile de palme moderne, c'est gagner sur la forêt tropicale. C'est tout. De retour chez moi en Suisse, je vais vous apporter quelques informations complémentaires. Déjà, il faut savoir que la problématique est assez complexe. On s'est basé uniquement sur un des axes. Il y a encore plein de choses qui sont liées à la déforestation. Par exemple, la disparition de grandes espèces comme l'orang-outan par exemple. Mais l'important pour moi, c'était vraiment de pouvoir aller sur le terrain, de vous raconter tout ça et vous en faire une vidéo. Je remercie d'ailleurs Bernard Genier qui m'a laissé l'accompagner et surtout la RTS, la radio-télévision suisse, qui m'a permis de produire cette vidéo, sans qui on n'aurait jamais pu ramener toutes ces images et toutes ces infos. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions, à faire une remarque. On va essayer de répondre à tout, en tout cas tout lire et à être un maximum présent. Je vous invite à aller voir le premier reportage que Bernard avait produit il y a 17 ans. Le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez aller plus loin dans le sujet, je vous invite à aller sur le site de Bruno Manzerfond qui se trouve également dans la description. Merci à tous de nous avoir regardés et suivis dans cette aventure et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!